Le 31 mars 1934 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film documentaire La Croisière jaune. À l'occasion d'une reprise de ce même film en juin 1944, François Vineuil va écrire un nouveau papier qui sera publié dans Je suis partout le 16 juin 1944. Texte intégral, à l'exception de quelques mots remplacés par des bips sonores en raison de la censure, sanctionnant le délit d'opinion. Les cinémas parisiens demeurent entr'ouverts, mais si tard, si brièvement, qu'ils ne sont guère utilisables pour les films nouveaux. Ce serait une occasion de projeter quelques anciens ouvrages, bien choisis, quelques classiques, qui sont neufs pour tous les moins de 20 ans. J'ai vu en effet sur un certain nombre d'affiches des reprises, mais qui sont plutôt des bouches-trous, des laissés-pour-compte dont la location n'a pas dû coûter cher. J'ai vu quelques images d'un de ces navets racornis, âgé d'une dizaine d'années, ce qui est la vieillesse pour le cinéma lorsqu'il n'est pas excellent. Je parlais l'autre jour de ce bouffon musée du costume que constituait l'honnête film du « Pourquoi pas ?» tourné en 1910. Mais un film de 1932 ou 1933 est à peine moins burlesque, côté féminin surtout. Quand nous croisons dans nos rues les jeunes filles et les jeunes femmes typiques de 1944, cheveux au vent, dans une simple robe dont la taille est placée où la nature le veut, il nous semble cependant qu'elles ont atteint, dans leur costume, un point d'équilibre fort heureux, et qu'elles ne peuvent pas plus se démoder qu'une Diane grecque du temps de Phidias en tunique courte. Amis photographes, hâtez-vous de les tourner, afin de fixer le seul aspect vraiment aimable de notre époque. Hélas, il y a loin de la rue au plateau des studios. À grand renfort de chapeaux et d'accessoires signés par les plus grandes maisons, nos vedettes ne manqueront pas de glisser dans les films de ces derniers mois quelques ridicules qui seront peut-être l'unique attrait de ces ouvrages aux environs de 1960. Mais voici une reprise plus consistante et même très heureuse, et qui n'a rien à redouter du temps, La Croisière jaune, au cinéma des Champs-Élysées. Voici 10 ans, presque jour pour jour, qu'on nous la montrait dans sa nouveauté. Ce film avait eu une longue et cahoteuse histoire que je connus assez bien. Vers 1925, une première mission Citroën avait parcouru l'Afrique pour éprouver et lancer les véhicules à chenilles, qui, depuis, ont fait bien d'autres chemins. Le cinéma a été représenté dans la caravane par Léon Poirier, qui rapporta La Croisière noire, et n'a jamais rien fait de mieux si l'on accepte un tiers de son Verdun. Hard et Audouin Dubreuil, chefs de la première mission en 1931, se remirent en route pour l'Asie, avec les mêmes voitures à chenilles de Citroën. Cette fois, l'expédition se divisait en deux groupes, l'un partant de Syrie pour traverser l'Himalaya, l'autre de la Chine du Nord pour rejoindre le premier dans le Sangkang. Ce prodigieux voyage devait laisser à ceux qui l'entreprirent de lourds souvenirs. Il y eut bientôt de pénibles tiraillements parmi les compagnons. Le sort s'est du reste singulièrement acharné sur eux. Presque tous ces hommes, que nous revoyons sur l'écran pleins de vigueur, de santé, n'ayant point, pour la plupart, atteint la quarantaine, sont morts aujourd'hui. Certains tragiquement, comme le malheureux enseigne de vaisseau Victor Point. D'autres mystérieusement, comme Hard, succombant au retour, au moment de s'embarquer pour l'Indochine, peut être exécuté par l'intelligence service qui jugeait tous ces Français coureurs de piste un peu trop entreprenants et trop bien accueillis par les Chinois. La confection du film, qui avait été l'un des principaux buts de la croisière, fut très laborieuse et caractéristique d'une belle et vaste entreprise, viciée par le capitalisme qui y présidait. Le juif Citroën s'était abouché pour ce film avec le sieur Nathan, qu'il traita bientôt de sale Au milieu des inextricables manigances financières de ces deux parfaits l'un lavé et l'autre non, les bobines de pellicule attendirent des mois.
Finalement, ce qui ne saurait nous surprendre dans de telles circonstances, le cinéaste André Sauvage, qui avait rôti dans les déserts syriens, franchi l'Himalaya, gelé dans les steppes chinoises, essuyé les coups de feu des bandits, se trouvera frustré de toute récompense. Le montage fut confié à M. Léon Poirier, qui tira la couverture à lui et signa le film alors qu'il n'avait pas bougé de son bureau parisien. Au surplus, M. Poirier, artisan consciencieux, non dépourvu de métier, n'était certainement pas très qualifié pour composer le récit d'un voyage qui s'était déroulé à 20 000 kilomètres de là, dans des pays inconnus de lui. Imaginez un journaliste revenant à ses risques et périls des forêts de l'Amazone, de la Chine, de Tung-King, avec d'excellents papiers et qui les voit paraître sous le nom d'un confrère parfaitement casanier. Cela ne s'est jamais vu. Ce sont pourtant des mœurs presque normales dans le cinéma. Certains dissentiments, certaines querelles de préséance entre les explorateurs influèrent également sur le travail de M. Poirier, beaucoup plus que les considérations d'ordre cinématographique. Il semble bien que de précieuses séquences ne furent jamais utilisées, et le pauvre Sauvage s'arracha les cheveux et jeta des flammes à la sortie du film. Aujourd'hui, tous ces incidents qui agitèrent durant des semaines le cinéma parisien sont bien éloignés. Le film reste. Il est très beau, dégagé des polémiques du moment. Il nous apparaît même encore plus beau qu'en 1934, un chef-d'œuvre du genre. Sa matière est d'une densité, d'une variété inépuisable. On ne peut être plus comblé de pittoresque, d'exotisme, d'exploits sportifs. C'est la Perse, avec ses paysans à képi, la pouillerie grouillante de ses villes, l'Afghanistan, avec ses farouches et splendides cavaliers turkmanes, l'Inde à la fois famélique et fastueuse, les Injas barbus qui exhibent leur harem de petits danseurs déguisés en filles, aussi naturellement qu'un vieux financier glorieux de sa jeune maîtresse, la Chine, des sourires diplomatiques, des révolutions endémiques, des généraux bandits avec leurs hordes de coquins fringués en soldats, celle des têtes coupées, celle des jésuites français, très bien ceux-là, en robe mandarine, fusil au poing, fortifiant leur cortège et organisant la garde militaire des remparts, celle des plateaux désertiques, des villes surpeuplées avec leurs théâtres ambulants, leurs acrobates, leurs miséreux, leurs philosophes. Je sais peu d'images plus singulières et émouvantes que cette traversée de l'Himalaya, où, d'un versant à l'autre, séparés par quelques lieues de rocs et de glaciers, s'opposent deux races, qui nulle part peut-être n'ont mieux conservé leur caractère physique que dans ces solitudes. D'un côté, les derniers hindous, perdus dans de pauvres hameaux à 3000 mètres d'altitude, ariens d'une pureté de sang, d'une finesse de traits qui nous est si fraternelle, et dont la poignante misère nous serre le cœur, doux et charmants paysans de quelques vallées un peu moins déshéritées, avec de beaux yeux clairs qui pourraient être cévenols ou savoyards. Nous ne connaissons à Paris que des hindous des plaines plus ou moins métissées de dravidiens, c'est-à-dire de noirs aux cheveux plats. Et à l'étape suivante, le premier contact avec l'Asie jaune, les nomades kirghizes, aussi typiquement mongols qu'il se peut, industrieux, malins et superbes gaillards à leur façon. On ne peut offrir plus passionnant voyage dans un fauteuil à la nouvelle génération qui connaît bien peu ce genre de divertissement. C'est lui montrer aussi du véritable cinéma, dont la technique, loin de dater, est aujourd'hui fort en avance sur celle de bien des productions romanesques. En effet, lorsqu'on applique le cinéma à de telles fins, on en vient spontanément à employer toutes ses ressources. La croisière jaune, c'est l'art même du mouvement, dont nous avons perdu tant de principes. L'école française a vraiment excellé dans ses grands reportages, où elle sut être sobre, toujours soucieuse de vérité, à l'encontre des Américains, dont les plus célèbres documentaires d'exploration laissent voir trop de trucages, de retouches, de scènes trop brillamment recomposées après coup. Mais un reportage ne vaut pas seulement par son sujet.
il vaut par la qualité de celui qui l'écrit. André Sauvage, qu'on connaissait déjà auparavant par de délicates et ingénieuses études sur Paris, a été non seulement un crâne reporter, mais un artiste. Sa croisière jaune a un aspect sensationnel, chose vue, qui aurait été relatée par un écrivain authentique. Le travail de laboratoire que fit sur ces bobines M. Léon Poirier me paraît, après 10 ans, meilleur et même fort correct. Il n'en reste pas moins que si ces images sont belles, vivantes, d'un intérêt constant, on le doit à André Sauvage, qui les enregistra avec tant de talent. Il est paradoxal que l'homme qui ramenait cette magnifique moisson du centre de l'Asie ait été puni de sa réussite par un ostracisme qui ne se relâcha jamais. La reprise de la croisière jaune, dont il est un des rares survivants, nous permet de rendre hommage à cet isolé, cet oublié, que l'on devrait bien songer à tirer de la plus injuste retraite, sitôt que des travaux cinématographiques de quelque envergure pourront être repris. Notre cinéma documentaire n'est pas si riche en hommes pour qu'il puisse ignorer définitivement un spécialiste de cette valeur.